Dans un premier temps, je vais commencer par me présenter. Du coup, moi, je m'appelle Léa Roux. Je suis, responsable média chez Profil Public. Profil Public, on est une plateforme, de recrutement dédiée au secteur public, un petit peu d'un nouveau genre. Notre ambition, c'est de réenchanter, le recrutement du secteur public. D'une part, donc en fait, on est une plateforme un petit peu hybride, à mi-chemin entre un site média et un site de recrutement. Donc nos enjeux, c'est d'une part, par la partie média, de, faire découvrir aux candidats, les projets innovants du secteur public, faire, tomber les idées reçues sur ce secteur, montrer, voilà, l'ensemble des projets innovants qui y sont menés, mettre des visages sur les acteurs publics innovants. Donc les faire découvrir par une série de portraits, de vidéos. Et d'autre part, on travaille sur on est une plateforme également de recrutement qui permet aux candidats de s'immerger dans les environnements de travail des institutions publiques, de découvrir leurs environnements de travail, leurs projets innovants et de postuler aux offres qui leur correspondent. Donc dans le cadre de notre partie média, on a une partie, webconférence qu'on co-anime avec, nos ambassadeurs Profil Public, qui sont donc, des étudiants qui travaillent avec nous, sur, des réflexions autour du service public de demain, et qui se posent des questions également sur, l'accès, au service public et des thématiques, qui ont lié, à cette question-là. Et c'est dans ce cadre-là que Anna et Sarah, vont vous parler aujourd'hui d'un thème, particulièrement intéressant qui est celui de l'égalité des chances, au sein du secteur public. Donc je vous présente donc, je vais laisser plutôt se présenter, Sarah et Anna ce soir, et le thème de leur webconférence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Sarah, je suis originaire de l'île de la Réunion. Après mon baccalauréat, il remonte à si longtemps que ça finalement, j'ai intégré la formation du CPS-PSL au lycée Henri IV avant finalement de me décider à présenter le concours des IEP de Provence. Raison pour laquelle je suis actuellement en deuxième année à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Cette décision de quitter Henri IV a été certainement motivée par une volonté d'approfondir ma curiosité pour le service public et pour la fonction publique. Avec finalement l'ambition peut-être sous-jacente de servir l'intérêt général dans un futur proche. Raison pour laquelle j'ai été extrêmement honorée d'avoir été choisie par l'équipe Profil Public pour faire partie de ce programme, d'autant plus que je suis la Benjamine de l'équipe. Là, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Sarah. Excusez-moi, c'était moi qui étais censée commencer, mais je ne trouvais plus mon micro. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, ce soir, avec Sarah, on a le plaisir de vous présenter une webconférence, mais je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Anna Pistenon, je suis actuellement étudiante en M1 au CIFOP. Le CIFOP qui est une école rattachée à Paris Assas, spécialisée dans les ressources humaines. Et j'étudie plus spécifiquement les ressources humaines et le management public, puisque j'ai pour ambition de travailler au sein de la fonction publique. Je suis actuellement d'ailleurs apprentie au ministère des Affaires étrangères, au bureau des politiques statutaires. Sans plus tarder, nous allons vous présenter le sujet qui nous a été donné, à savoir l'égalité des chances dans le secteur public. Quand on nous a donné ce sujet-là, on a commencé par beaucoup réfléchir, Sarah et moi, à savoir comment on allait le traiter, comment il est traité actuellement dans le secteur public. Et on a voulu plus particulièrement apporter une touche personnelle, puisque dans cette conférence, nous ne parlerons pas uniquement de l'égalité homme-femme, nous ne parlerons pas uniquement du handicap,
mais on parlera de sujets qui sont à nos yeux souvent trop peu abordés et qui méritent d'être connus. Commençons tout d'abord par une mise au point terminologique. J'aimerais que, avant de parler d'égalité des chances à de multiples reprises, mettre les choses au clair sur ce qu'est l'égalité des chances. Alors, l'égalité des chances, c'est pas complètement de la diversité, puisque la diversité, c'est un terme qui a tendance à tomber dans la stigmatisation des différences. C'est pas non plus l'intégration, puisque l'intégration, c'est un terme à connotation économique. Mais quand on parle d'égalité des chances, en réalité, on parle plutôt d'égale admissibilité ou d'égale inclusivité. Mais alors, aujourd'hui, dans le secteur public, comment cela se traduit ? Est-ce que le secteur public s'est démocratisé? Est-ce qu'il va se démocratiser? Quand? Comment? J'aimerais également vous évoquer les objectifs de cette webconférence. Cette double objectif de cette webconférence. Dans un premier temps, le fait de communiquer et informer davantage sur les aspirations de l'inclusivité qui émanent du secteur public, mais également sur le fait de promouvoir une accessibilité à la fois égale et légale. Puisque tout le monde le sait, le faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est encore mieux. Et ce soir, on est là pour ça. Passons maintenant au vif du sujet, à savoir que l'égale admissibilité des citoyens est fondamentalement et constitutionnellement ancrée dans nos valeurs républicaines. Mais est-ce que le fait que ce soit sur texte, c'est-à-dire écrit noir sur blanc, suffise? Il faut aussi l'appliquer et surtout l'entretenir. C'est important également de savoir qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui au nom de l'égalité des chances. Je parle au nom de mon ministère, à savoir qu'il y a un processus de labellisation qui est mené. On est d'ailleurs reconnu et on a obtenu ce label pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et on est en cours de labellisation pour la diversité. Il y a également divers dispositifs de recrutement qui sont mis en place pour diversifier les profils. Mais ce soir, on va vous parler de ce qui pourrait être fait, et ce qu'on attend qu'il soit fait. Atténuer l'autocensure, c'est bien, mais il faut atténuer l'autocensure dans tous les domaines. Ce soir, nous vous parlerons de la fracture territoriale, de cette autocensure qui existe dans les dom-toms par rapport à la métropole. Sarah nous parlera de cette partie en évoquant principalement son attache à l'île de la Réunion. On parlera dans un second temps de la fracture sectorielle, notamment entre le public et le privé, des innovations qui sont mises en place, de la modernisation, à la fois à l'action pour entreprendre, mais également à l'accès. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous Madame Akosi et Monsieur Dalin qui traiteront de la fracture territoriale animée par Sarah. Mais nous avons également l'honneur d'avoir Madame Danielchuk-Koloskowicz et Monsieur Delpret avec qui nous approfondirons les enjeux de la fracture sectorielle. Sarah, je te laisse la parole sur ton fameux sujet. Merci Anna. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis particulièrement attachée à cette question de la fracture territoriale. Comme je l'ai précisé précédemment, je suis originaire de l'île de la Réunion et il est vrai que j'ai été très tôt sensibilisée à cette question du service public et finalement de l'importance de l'intérêt général d'un milieu familial assez particulier. Toutefois, en grandissant, je me suis rendu compte qu'en parlant avec des jeunes de mon âge ou d'autres étudiants un peu plus âgés, l'idée même d'accéder à la haute fonction publique leur
paraissait inaccessible. La distance géographique semblait être insurmontable. Et finalement, l'enjeu sous-jacent à ces obstacles, on va dire psychologiques, c'est cette question d'autocensure. Un enjeu qui apparaît parfaitement dans le témoignage de mademoiselle Adèle Waro, que je vous invite désormais à visionner. Adèle, si je peux. Anna, si tu peux. Très bien, je lance la vidéo. Juste, Sarah, pour te prévenir, tu lagues un petit peu. Voilà, peut-être que si tu veux enlever ta caméra. Passer Pour que ce soit la vidéo, s'il te plaît. Anna, pourrais-tu... Oui, je m'en excuse. Oui, je pense que... On n'a pas le son, Anna. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je m'appelle Adèle Waro, je viens de La Réunion et je suis actuellement en 3e année à Sciences Po Paris. Et c'est vrai que lorsque j'étais au lycée, j'avais cette impression que les grandes écoles, que la haute fonction publique étaient inaccessibles, étaient trop sélectifs. Donc pour moi, tout ça avait l'air trop lointain. Et donc, lorsque je suis finalement entrée à Sciences Po Paris, j'ai décidé de créer une association pour favoriser l'égalité des chances, donc en permettant un meilleur accès des Réunionnais aux grandes écoles. Et cette association, elle a aussi pour but de faire en sorte que les diplômés de grandes écoles qui viennent de La Réunion reviennent sur le territoire pour le développer. Cette association s'appelle De La Réunion aux grandes écoles. Accéder à la haute fonction publique, entrer au Conseil d'État, entrer dans la Cour des comptes, donc ce sont de très beaux projets, mais pour la majorité des jeunes ultramarins, ça se résume à « c'est pas fait pour moi ». Donc aujourd'hui, on est confronté à la problématique qui est comment faire en sorte que ce discours du « c'est pas fait pour moi » devienne au contraire « je vais tenter, je vais essayer, pourquoi pas ?» Qui se pose, oui, c'est la question du déracinement. Donc après plusieurs années d'absence, après un potentiel titre de haut fonctionnaire, est-ce que la possibilité de retourner dans ma région natale, elle n'est pas amoindrie? Donc la question aussi, c'est qu'est-ce qui assure que je puisse participer au développement, au rayonnement de ma région natale? Les intervenants, les participants, j'espère, de cette conférence m'excuseront, je ne pourrai plus allumer ma caméra. En raison de problèmes techniques qui ne nous épargnent guère en ce moment. Mais en l'occurrence, pour revenir sur ce témoignage en toute honnêteté et authenticité pour lequel nous tenions à remercier chaleureusement mademoiselle Waro, je me tourne désormais vers vous, Madame Akosi, directrice donc, de l'Équipe Business School et membre de la Commission nationale pour la jeunesse, et entre autres marraine d'elle au sein de son association. La question que j'aimerais vous poser, qui rejoint finalement l'enjeu de l'autocensure et qu'Adèle a très bien exprimé, c'est justement comment faire en sorte que ce « c'est pas pour moi » devienne finalement, après tout, pourquoi pas moi? En d'autres termes, aider les jeunes ultramarins à oser. Bonsoir, merci beaucoup pour cette question, Sarah. Merci aussi pour l'invitation. Je suis heureuse d'être là ce soir sur mon territoire, donc à l'île de la Réunion. Et merci également à la présidente de la Réunion Grandes Écoles, Adèle Waro, pour ces questions. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que c'est une question qui m'a beaucoup touchée, puisque moi-même, en fait, je suis une jeune fille issue d'un quartier prioritaire à qui on a dit que les études supérieures, les grandes universités, en tout cas, ne seraient pas pour moi, tout simplement parce que j'étais une élève plutôt moyenne dans le système scolaire. Et j'étais également, voilà, j'avais des notes qui étaient plutôt passables, et je n'étais pas nécessairement très valorisée dans un contexte scolaire.
Et lors de mon choix d'orientation en terminale, j'ai demandé à la conseillère d'orientation de pouvoir m'aiguiller sur mon projet professionnel qui était d'intégrer une école de commerce ou une université en tout cas pour étudier au Canada ou aux États-Unis. La réponse de la conseillère d'orientation a été un choc pour moi, puisqu'elle m'a dit que ce n'était pas possible parce que je n'avais pas les notes, parce que je n'étais pas, voilà, je n'avais pas le choix de la filière que j'avais choisi, donc j'étais en L à l'époque, ne correspondait pas à ma situation, mes observations, enfin, il n'y a rien qui ne fonctionnait pour elle. Et dans sa tête, avec ma moyenne, ce que je pouvais faire, c'était devenir vendeuse dans une librairie. C'est, je trouve difficile de recevoir ce type on va dire, de, de, de retour de la part d'une conseillère d'orientation qu'on considère, puisque à 17 ans, 18 ans, en fait, on ne fait pas nécessairement nous-mêmes, en tout cas, nos choix, et on a besoin d'être aiguillés, on a besoin d'être accompagné, et ça n'a pas été fait. Donc, j'ai quand même pris le risque de pouvoir m'expatrier et d'aller vivre au Canada. J'ai postulé pour une école en administration des affaires, et j'ai été reçue, donc j'ai fait le grand saut, je suis allée vivre l'expérience au Canada et j'ai fait une licence en administration des affaires. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé entre ce que je vivais et ce que j'avais vécu sur mon territoire et ce que je vivais au Canada, puisque au Canada, j'ai pu, lors de ma licence, avoir des notes qui étaient très satisfaisantes. J'ai pu être promue dans ma promotion. J'ai eu beaucoup d'opportunités et les professeurs m'ont encouragée à faire un second cycle, donc de m'inscrire en master, ce que j'ai fait. Et en deuxième année de master, on m'a dit, ce serait bien que tu t'inscrives en troisième année. Alors, j'ai trouvé ça un peu étrange puisque je suis passée dans un système où j'étais plutôt faible à un système où j'étais valorisée, où j'étais encouragée. Et je me suis rendu compte que la pédagogie qui était mise à disposition à l'université au Canada était beaucoup plus appropriée à mes types d'intelligence. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment construit mon parcours professionnel. Ce n'est pas sans dire que ça a été très difficile puisque j'ai vécu des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. J'ai dû vraiment m'adapter à différentes situations. J'ai dû changer mes habitudes et ça a été un choc puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était déjà il y a une quinzaine d'années, donc l'accessibilité aux ressources sur Internet n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et si vous voulez, mon parcours s'est construit, j'ai réussi à faire mes études, j'ai réussi à me frayer un chemin professionnel que je souhaitais. J'ai fait différentes actions aussi en parallèle pour des jeunes danseurs de quartier, donc de quartier prioritaire également au Canada, puisque j'avais comme passion la danse. Et j'ai permis à ces jeunes-là de rencontrer des mentors, des personnalités publiques américaines qui venaient notamment de New York pour le premier événement que j'ai fait. Et ça a été un événement qui a connu un grand succès puisque ces jeunes de quartier prioritaire se sont rendus compte qu'eux aussi pouvaient avoir accès de la formation de qualité. Eux aussi ils pouvaient réussir. Et si vous voulez, les mentors ont vraiment été là pour eux, pour les soutenir et rappeler que c'est pas une question de là d'où on vient, mais c'est vraiment une question de volonté, de motivation et d'acharnement par rapport au travail qu'on a envie de faire, par rapport au métier qui nous intéresse et par rapport aux passions qui nous animent. Et puis, cette action-là a été soulignée par le maire de la ville, par l'ambassadeur, et je me suis retrouvée comme ça un petit peu soulignée, notamment pour un événement qui s'appelle la Réussite du Québec. Donc, j'ai été nominée en tant que Réussite du Québec. Et de là, j'ai commencé à frayer un petit peu un chemin qui m'a permis de rencontrer la commission scolaire qui travaillait avec le ministère de l'Éducation canadienne. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai pu ouvrir ma première école au Canada très jeune et créer donc une première école à Montréal. J'avais 90 jours pour permettre à des jeunes du système scolaire traditionnel de pouvoir ou entreprendre ou retourner sur le banc de l'école. Et ça a été un mandat que j'ai mené pendant plus de 5 ans, qui a été un franc succès. J'ai continué en ce sens en créant une école plutôt atypique, cette fois-ci à Miami. L'objectif, c'était de permettre à des mentors de soutenir et d'accompagner des jeunes qui avaient des projets.
Et toute cette expérience-là m'a permis et me permet aujourd'hui de vous dire qu'effectivement, il y a des difficultés pour les jeunes aujourd'hui, notamment en local, hein, c'est ce que moi je vis, et ce sont des jeunes que j'accompagne, qui me permettent de dire que on a aujourd'hui accès à beaucoup d'informations, on a la possibilité de voir des jeunes évoluer, mais n'en demeure pas moins que les jeunes ont toujours beaucoup de jeunes en tout cas ont cette sensation les grandes études, le Canada, les États-Unis ou même l'Hexagone, ce n'est pas fait pour moi. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que j'ai notées. Les premières raisons, selon moi, c'est l'ancrage territorial. Alors, les familles ont du mal à laisser voir leurs jeunes partir, puisque, bon, on est un territoire insulaire et on est très loin de l'Hexagone déjà. Et c'est sûr que ça peut être un frein pour les parents qui n'ont peut-être pas encore voyagé sur le territoire ou des parents qui n'ont pas nécessairement confiance sur le lieu ou les écoles ou en tout cas les situations que vont rencontrer leurs enfants et les difficultés également. Et aujourd'hui, moi, si j'ai des conseils à donner par rapport à ce type de problématique, c'est vraiment déjà, je pense que les écoles qui reçoivent nos jeunes ultramarins peuvent, certains le font, en tout cas, mettre à disposition des ressources, et pour le jeune, mais aussi pour les parents, puisque souvent, l'environnement familial va être un frein à l'ambition du jeune. Donc, le jeune n'a pas nécessairement la connaissance du territoire sur lequel il va habiter. Et parfois, tout ça, c'est beaucoup pour un jeune quand même de pouvoir vivre une expérience au national ou à l'international. Et ça, pour moi, c'est important puisque je me dis qu'on pense souvent aux jeunes, mais peut-être qu'on ne pense pas assez aux parents qui, eux aussi, ont besoin d'être rassurés en ce sens. Et puis, je pense également à tout ce qui pourrait... ce qui serait intéressant pour moi, c'est de rappeler aux jeunes qu'avant de partir, c'est important de construire un projet professionnel. Vraiment. Je pense que la construction du projet, elle doit être faite en amont, même des fois même 1 année ou 2 années en amont pour pouvoir vraiment faire en sorte que le jeune saisisse les réalités du territoire, de l'école qu'il va intégrer, du secteur dans lequel il va évoluer. Tout ça, pour moi, c'est peut-être... en tout cas, pour moi, ce serait vraiment la clé numéro 1, c'est vraiment d'analyser son projet professionnel, de se rendre sur place si on a la possibilité de le faire, d'appeler l'école, d'appeler les référents qui sont en lien pour son projet professionnel. Il y a aussi des associations comme la Réunion Grandes Écoles qui sont d'excellents tremplins de parole, pour donner de l'information aux jeunes. Donc ça, ce sont vraiment des outils et des clés qui peuvent être très importantes. L'accompagnement d'un professionnel, je pense qu'on ne le dit pas assez, mais ça peut vraiment changer la donne. Le jeune peut se sentir en confiance, il peut vraiment se construire parce que pour moi, il y a vraiment cette partie en amont qu'il faut vraiment travailler. Donc, le pendant, l'avant, le pendant et l'après également. Et trouver des groupes de discussion aussi pour voir comment ça se passe dans les différents établissements. Par exemple, si on parle de Sciences Po, intégrer des groupes peut-être de discussion, ça pourrait être intéressant. Je pense aussi aux lycées qui peuvent jouer un rôle, qui jouent en tout cas un rôle primordial pour moi, c'est vraiment de rassurer le jeune, de le mettre en confiance, de lui dire que si c'est un parcours qu'il a choisi, de l'encourager dans ses choix et de ne pas le décourager. C'est ce que moi j'ai vécu en tout cas et ce que je ne souhaite à aucun jeune, mais vraiment les lycées et les figures parentales dans les lycées, les accompagnants, les référents, les professeurs principaux peuvent définitivement changer la donne, donner confiance, ancrer vraiment la posture du jeune et lui permettre d'aller de l'avant. Donc, il y a vraiment tous ces outils à disposition. On parle aussi de MOOC, donc les Massive Open Classroom, qui peuvent être des outils très importants pour développer des compétences en amont. Moi, je me rappelle d'une école dans laquelle j'avais postulé il y a 1 an pour faire une formation courte. J'avais postulé pour cette école, j'avais été reçue et j'avais imprimé
voilà, toute la structure des cours et j'étais allée acheter des livres et je m'étais documentée pour pouvoir arriver en cours, en formation et pouvoir être à l'aise. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour mieux appréhender la formation. S'assurer également de développer des soft skills, parce que ça, aujourd'hui, pour moi, ce sont voilà, des compétences de base, j'ai envie de dire, qu'il faut absolument avoir et connaître aussi les valeurs de l'école dans laquelle on va être inscrit, prendre des cours de prise de parole en public, voilà, s'armer de compétences dès le départ pour être sûr qu'on soit bien aiguillé, bien outillé et qu'on soit voilà, très, très ancré et très fort. Voilà pour les conseils que j'avais à donner. Donc, merci pour ce témoignage en toute vulnérabilité et en toute authenticité. Un récit véritablement inspirant qui, j'ose l'espérer, donnera le courage à de nombreux jeunes finalement de sauter le pas et finalement d'entreprendre pour ce pourquoi ils croient être faits. Un témoignage qui montre aussi qu'il n'y a pas qu'un seul type d'intelligence et que peut-être il y a la nécessité de revoir aussi notre vision de la culture de l'échec en France. Et c'est aussi cette raison que je me tourne d'ailleurs désormais vers Monsieur Dalin. En effet, Monsieur Dalin, vous êtes le président du CREFOM, du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Et au-delà de cette idée justement de l'autocensure, il me semble qu'il est également important d'aborder une question qui me semble fondamentale, de finalement de se dire que la question de la fracture territoriale pose aussi la nécessité d'une intervention vis-à-vis de ces territoires qui sont bien souvent, si j'ose le dire, délaissés et mis de côté, qui pourtant, j'ai l'ultime conviction, représentent des sources de langue inexploitées. D'où ma question, Monsieur Dalin. Comment aider les jeunes à développer leur potentiel au service du territoire, notamment dans le service public? Votre micro est coupé. Oui, je vous entends très mal. Vous pouvez me répéter la question parce que j'y tends l'oreille, mais j'ai du mal à entendre la fin de la question. Donc, en l'occurrence, comme je le disais, cette question de la fracture territoriale pose aussi l'enjeu d'une intervention vis-à-vis des territoires, dans la mesure où j'ai l'ultime conviction qu'ils représentent des sources de talents inexploités. C'est pour cette raison-là que je me tourne vers vous en vous demandant comment justement aider les jeunes à développer leur potentiel au service du territoire, notamment dans le service public. D'accord, ok. En tout cas, je suis admiratif. Bonsoir à toutes. Je suis admiratif du parcours professionnel de Laurence et j'espère que bon nombre de nos jeunes compatriotes pourront s'en inspirer et voir enfin une possibilité en tout cas un but. Ceci dit, il faut différencier il y a deux problématiques à différencier. Il y a la problématique des jeunes qui vivent dans les territoires d'outre-mer, et puis il y a aussi ceux qui vivent ici dans l'Hexagone. Alors, si c'est compliqué déjà pour ceux qui vivent dans l'Hexagone, imaginons la complication supplémentaire que ça peut procurer lorsqu'on vient de Mayotte, de la Réunion, de la Martinique, et qu'il faut venir en France pour étudier, faire des grandes écoles. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des grandes écoles, mais la seule école que j'ai faite, c'était l'école de la fonction publique hospitalière. Je suis ressorti avec un diplôme de cadre hospitalier. Mais même à mon petit niveau, j'ai pu comprendre la difficulté. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bon nombre d'étudiants arrivent en France. Il y a déjà la séparation avec les parents qu'on a évoquée.
Il y a un accueil qui est totalement défaillant. Mais alors, quand je dis totalement défaillant, vous êtes livré à vous-même, si ce n'est que vous êtes à la merci, vous êtes logé chez des parents qui au bout de quelques mois, on voit des jeunes arriver à l'association où les parents, ça n'a pas marché. Et ils se sont retrouvés soit à la rue et il faut les accompagner à trouver des structures d'accueil et continuer leurs études. Ça, c'est déjà une problématique pour les jeunes qui viennent des Antilles. Des Antilles et puis de la Réunion et de Mayotte. Il y a aussi la problématique de l'acceptation de ce jeune dans certains milieux. Parce que le milieu étudiant, s'il est cool, s'il peut d'apparence être cool, c'est un milieu qui est fait de réseaux et que si ces étudiants ne sont pas introduits dans ces réseaux-là, eh ben, ils ont toutes les chances de ne pas réussir d'aller au bout de leurs études. Et combien même qu'ils réussiraient leurs études, ce qui serait formidable, la possibilité de se faire embaucher, en tout cas de retourner armé de son diplôme dans des grandes administrations, des hautes administrations, dans les départements d'outre-mer, c'est vu comme un lointain, c'est comme c'est vécu en fait comme un fantasme. Pourquoi? Parce que les postes sont de manière cooptée entre les personnes qui quittent, qui obtiennent un poste, passent un certain nombre d'années et quand ils partent, ils se cooptent, ils appellent un tel, et c'est comme ça, de la façon la plus vicieuse, nos jeunes se retrouvent diplômés, mais n'ont pas accès à ces hautes administrations. Lorsqu'on préparait le documentaire, l'émission, je vous ai dit, regardez la composition des hautes administrations dans nos différents départements et regardez quel est le point commun entre ces différentes administrations. Le point commun, c'est quoi? Elle est monocolore. En fait, nos jeunes armés de diplômes n'ont pas la chance comme on peut avoir au Canada ou comme aux États-Unis. Parce on peut parler de la France. La France est championne du monde de théorie, de tout ce qu'on veut. Et dans la pratique, un jeune a plus de chances d'obtenir un diplôme et de faire carrière au Canada, parce que j'ai plusieurs exemples. C'est pour ça que je prends aussi le Canada, peut-être les États-Unis, où on vous juge selon votre compétence et pas selon d'abord votre aspect et encore votre origine. Un jeune a plus de chances de réussir dans ces pays-là que dans son propre pays d'origine. Je connais des jeunes qui ont créé des associations à Sciences Po, qui étudient, et ben, lorsqu'ils ont réussi leur truc, eh ben, ils n'ont pas pour autant pu retrouver un job dans leur département d'origine, parce qu'il y a cette espèce de plafond de verre qu'il faut casser. Alors, comment casser le plafond de verre? C'est en faisant du lobbying comme nous faisons. Nous intervenons en permanence auprès du gouvernement, comme lorsqu'il y a des postes qui se libèrent et que nous avons connaissance qu'à compétence égale, il faut mettre un originaire d'outre-mer. C'est pas du racisme que d'aller défendre nos compatriotes et que nous intervenons au quotidien auprès la semaine dernière, j'étais encore avec le directeur de cabinet du président de la République pour lui présenter 2-3 dossiers sur lesquels nous pensions qu'à compétence égale, il s'agissait d'une Réunionnaise, d'un Guadeloupéen et d'un Martiniquais. Et je pense que plus il y aura une visibilité sur des jeunes ultramarins à des postes à haute compétence, plus ça aura cet effet d'émulation et que les jeunes ne pourront pas dire, et les jeunes justement pourront dire pourquoi pas moi? Parce que jusqu'à présent, on a tendance à penser que c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour nous. Et justement, vous avez, parce que moi je suis déjà de l'ancienne époque, mais vous avez cette possibilité d'accéder à ces postes-là, et notre responsabilité à nous, président de l'association, c'est de vous y pousser, que vous y soyez, que vous soyez d'exemple, de miroir pour les autres. Merci beaucoup, monsieur Dalin, pour votre témoignage très intéressant d'ailleurs et très poignant. Avant de passer sur la seconde partie, j'ai une question assez personnelle pour Madame Akosi. J'aimerais savoir, Madame, comment vous êtes parvenue à monter une école et pourquoi dans un territoire
qui n'est pas celui de La Réunion? Alors, je vais répondre à la question en deux parties, Anna. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, l'opportunité d'ouvrir des écoles, en tout cas sur le territoire nord-américain, beaucoup plus facilement qu'en France. J'ai eu beaucoup de difficultés lorsque je suis revenue sur mon île pour pouvoir voilà, ouvrir une école qui est d'ailleurs très atypique. Et si vous voulez, cette école, elle a pour but de mettre en valeur justement les différents potentiels, les différents types d'intelligence, les différents types de motivation. Et ce que je voulais expliciter un petit peu plus tôt, c'était aussi de dire que, par exemple, un jeune qui arrive chez nous, même s'il ne sera pas sélectionné plus tard, il a quand même une certaine batterie de tests, on va appeler ça comme ça, qui lui permettent de se dire, d'accord, je suis intelligent, j'ai ce type d'intelligence-là, j'ai ce type de motivation-là, j'ai ce type de personnalité, et en fait de co-construire un parcours à son image. Et je trouve que ça aussi, c'est intéressant de pouvoir le nommer et de pouvoir le dire, en fait. Je pense que si on avait des administrations qui accentuaient là-dessus et qui mettaient l'emphase justement sur et la lumière sur les jeunes en leur expliquant qu'ils n'ont pas à manquer de confiance en eux et qu'au contraire, ils peuvent utiliser leurs compétences et leurs talents au service de ce qu'ils vont faire plus tard, ce serait déjà très intéressant. Et pour donner un petit peu plus de poigne à ce que je viens de dire, c'est sûr que être dans un contexte, oui, être dans un contexte dans lequel je suis aujourd'hui et avoir vu les deux réalités, et c'est là où je rejoins M. Dalin, avoir vu les deux réalités de territoire et de me rendre compte que sur mon territoire, effectivement, en étant française, on a effectivement j'ai eu plus de freins, moi en tout cas, par exemple, à monter ma société ici qu'ailleurs. Ben, je trouve ça aussi, je trouve que ce serait intéressant de mettre en place différentes options ou différents supports pour qu'on on se sente, en tout cas, au retour de moi qui étais aux États-Unis, au Canada. Je suis revenue à La Réunion et je ne me suis pas sentie non plus soutenue. Et ça, je trouve que c'est dommage aussi, et c'est dommageable également. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. On va continuer puisque l'heure tourne malheureusement. Je remercie encore une fois Madame Akosi et Monsieur Dalin pour leur intervention. Monsieur Dalin, je vous réserve une petite question pour la fin. Je l'ai marqué. Pour rebondir sur vos propos, Monsieur Dalin, qui dit que des portes peuvent sembler être fermées, c'est pas une raison non plus pour les jeunes de se les fermer eux-mêmes tout seuls. Ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'autocensure, le thème phare de cette webconférence. Et donc, nous allons rentrer dans cette deuxième partie de webconférence sur la fracture sectorielle qui traite en réalité des freins que peuvent ressentir les jeunes à s'engager, à s'investir dans le secteur public. Et je voudrais qu'à travers cette webconférence, on les encourage plus particulièrement à s'engager pour les valeurs républicaines, mais également à ce qu'ils se renseignent. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes d'entrée existent en réalité et beaucoup de jeunes ne les connaissent pas. Et du coup, beaucoup de jeunes ne les prennent pas, ne saisissent pas ces opportunités. Sans plus tarder, nous allons écouter le témoignage de Lucas Donjon, qui est l'un de mes camarades, qui va donc attribuer ces questions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucas Donjon, j'ai 22 ans et je suis étudiant en alternance. Aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers le privé que vers le public parce que j'ai le sentiment que dans le public, il y a encore des barrières
qui se traduisent notamment par de l'aversion au changement, par une hiérarchie assez formelle, des carrières souvent prétracées. Et pour les profils les plus entrepreneurs, les plus créatifs, c'est vrai que c'est compliqué de se projeter, même quand on a une appétence pour l'innovation, pour la modernisation, par exemple. Alors, la fonction publique m'attire, mais c'est vrai que j'ai peur de l'immobilisme administratif. En fait, je serais curieux de savoir ce qui pourrait être mis en place ou ce qui est déjà mis en place aujourd'hui, justement pour alléger cette lourdeur administrative et du coup bénéficier d'une marge de manœuvre qui soit plus grande et du coup plus attractive. Alors c'est vrai que j'ai jamais vraiment osé me poser cette question parce que tout semble très élitiste. Mais je sais qu'aujourd'hui il y a des réformes qui sont impulsées et du coup qui permettent l'innovation de l'action publique, mais qu'en est-il de l'innovation dans l'accès à la fonction publique, de sa démocratisation, et ça pose même la question de est-ce que ça peut permettre d'atténuer l'entre-soi social? Vous l'aurez compris, beaucoup de jeunes souhaitent s'investir dans leur vie de jeune actif et hésitent du coup principalement entre le public et le privé. Le cas soulève notamment un certain nombre de craintes du coup, qui en font partie, et surtout d'idées reçues, c'est pourquoi j'aimerais qu'on combatte ce soir, sur l'environnement de travail du secteur public. Madame Daniaciu Kolosrovic, qui est actuellement docteur en droit public et chargée d'enseignement à l'université d'Aix-Marseille. Selon vous, les profils innovants ont-ils leur place et peuvent-ils s'épanouir au sein des organisations publiques ? Alors, merci beaucoup, Anna. Je voudrais d'abord vous remercier justement pour cette invitation et surtout de m'avoir proposé d'intervenir sur cette question donc, de la place des profils atypiques dans l'accès à la fonction publique, d'autant plus que au regard de mon accent, vous avez bien compris que moi-même, je représente en réalité un cas atypique. C'est vrai que la question, je me la suis posée à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de mes expériences qui n'ont pas été très concluantes sur la question. Donc, la question en fait que l'on doit se poser dès le départ, qu'est-ce que c'est qu'un profil atypique ? D'abord. Et c'est vrai que rien qu'en cherchant un tout petit peu sur Internet, donc on tombe sur des définitions selon lesquelles un profil atypique, c'est une personne qui a un parcours bien différent des employés habituels, par exemple d'une entreprise. Ce sont les personnes qui s'écartent de la normalité. Donc, dans le même temps, tout de suite, on voit sur Internet donc, on insiste beaucoup sur l'intérêt justement donc, de ces profils atypiques pour les entreprises et notamment donc, dans le secteur privé. Et on trouve notamment des conseils de la part des différents managers qui insistent sur l'intérêt notamment donc de recruter ces profils atypiques en expliquant ils peuvent apporter, venir avec des idées innovantes donc pour l'entreprise, du fait notamment qu'ils ont une vision différente, du fait qu'ils sont polyvalents, du fait qu'ils apprennent beaucoup plus vite, notamment parce qu'ils ont des expériences différentes, du fait qu'ils sont plus motivés parce que du coup ils sont intéressés justement d'apprendre ce nouveau milieu de travail et de le découvrir, du fait aussi qu'ils peuvent stimuler les autres parce que du coup ces personnes-là peuvent être des exemples donc pour les autres employés. Et en dernier lieu, donc on insiste aussi sur le fait que ce genre de personnes présentent un intérêt pour les entreprises du fait qu'ils permettent d'éviter le clonage des collaborateurs. Donc, c'est-à-dire que cela permet d'éviter d'avoir une équipe avec des profils identiques. Et donc, alors que c'est la somme des différences, des expériences et des compétences
qui va faire avancer une entreprise. Donc tout ça, c'est pour le secteur privé, bien sûr. Mais quand on fait juste une recherche donc pour comprendre, alors quelle est la place de ces profils atypiques dans la fonction publique, c'est vrai que la logique elle est un peu différente. Pourquoi? Tout d'abord parce que la première question qui se pose est celle de savoir si une telle logique peut être transposable au secteur public et de quelle manière donc est-il possible de le faire, surtout dans le contexte français où prédomine la logique du recrutement donc par concours instaurée après la Seconde Guerre mondiale afin d'assurer la professionnalisation de la fonction publique et surtout du fort attachement à ce type de recrutement donc par concours, du fait qu'il assurerait, et j'insiste vraiment sur l'emploi du conditionnel, donc le respect du principe d'égalité en ce qui concerne l'accès aux fonctions publiques. Tout d'abord, en ce qui concerne donc le caractère diversifié en fait des candidats ou des profils dont on a besoin donc dans la fonction publique. Conformément au statut général de la fonction publique qui a été mis en place donc, en 1946, les fonctionnaires, forcément, donc par définition, sont recrutés par concours, sauf dérogation prévue par la loi. Mais il est tout à fait certain aussi que les fortes évolutions quantitatives et qualitatives qu'imposent les politiques de modernisation, l'évolution des missions de l'État et les changements organisationnels nécessitent une diversité croissante des compétences et de la culture, surtout donc, dans la haute fonction publique. Donc, en ce qui concerne donc, le deuxième volet, c'est-à-dire l'accessibilité en fait des emplois publics à tous, là aussi, donc c'est une question très importante qui d'ailleurs fait partie d'une réflexion globale, surtout depuis les années 2010. Donc, notamment, donc si on doit donner un exemple, un numéro spécial de la revue française de l'administration publique de 2015 a été entièrement consacré, notamment à la question de l'accessibilité en fait de tous aux emplois publics. Et justement, donc, à la lecture de ce numéro, on découvre qu'en réalité, il y a 5 types de diversité en fonction des critères suivants. 1, le sexe. 2, l'origine géographique et l'origine sociale, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle des parents. 3, type de formation supérieure préalable. 4, parcours professionnel donc, et international, et 5, l'âge. Donc là, on voit en réalité que, on a cette diversité, mais là encore, on est dans une catégorisation, si on peut dire comme ça. Bien sûr, la question qui se pose, est-ce que, au regard de l'organisation du mode de recrutement, en tout cas au sein de l'administration publique, et les réformes qui ont été mises en place, est-ce que finalement, on réussit quand même à ouvrir le secteur public à ces profils atypiques. Donc, il est assez intéressant de voir comment les choses ont évolué en France à partir de l'exemple de l'École nationale d'administration qui a été créée, vous le savez, en 1945. Et donc, cette École nationale d'administration est devenue rapidement donc, le symbole de la modernisation de l'État et plus généralement de la France et ses élites. Mais en même temps, malgré ces statuts qui ont été établis donc, en 1945 et en 1946, on s'est rapidement rendu compte que finalement, ces modèles-là ne sont pas dépourvus de toute critique et loin de là même. Pourquoi? Mais tout simplement parce que on a créé ces grands corps qui, donc parfois on les considère d'excellence, mais qui en réalité sont fermés sur eux-mêmes. Et pour répondre justement à cette nécessité en fait de faire évoluer l'action publique de manière générale pour répondre aux évolutions et aux nécessités des usagers donc pour les services publics, il faut garantir aussi, ou en tout cas encourager cette diversification dans les modèles de recrutement.
Et donc, on a commencé à parler de rééquilibrage à partir des années 70. Donc, notamment, un premier pas a été fait en 1971 pour l'ENA, où cette réforme a permis l'ouverture de l'ENA au secteur privé dans une logique de concurrence avec les écoles d'ingénieurs et de commerce. Ensuite, un autre changement a eu lieu en 1981, donc toujours pour l'ENA, où on a ouvert en fait le concours de l'ENA à des responsables syndicaux et des élus locaux. Ensuite, troisième grande réforme, et qui est la plus importante, est celle de la création du troisième concours en 1990, c'est-à-dire que l'ENA s'est ouverte à l'ensemble des compétences issues du privé et plus généralement de la société civile. Et justement, donc, sur l'exemple de l'ENA, ce troisième concours a été introduit aussi donc pour toute la fonction publique de manière générale. Et donc, on va voir, donc c'est une alternative au concours interne et externe, donc qui a existé initialement. Mais donc, il a fallu attendre l'année 2009, justement, donc le décret du 23 décembre 2009, qui a permis de franchir un nouveau pas, ou donc une étape supplémentaire. Et cette étape-là, donc, elle a été surtout imposée plutôt par la réglementation européenne pour supprimer notamment la barrière de l'âge. Donc, c'est-à-dire, donc, initialement, la barrière a été fixée à 41 ans, donc au 1er janvier de l'année du concours. Et donc, pour l'ENA, c'était associé aussi à la contrainte de 8 années d'expérience professionnelle. Mais donc, ces contraintes-là, forcément, avaient pour inconvénient de limiter fortement le nombre et le type de candidats. Donc, parallèlement, donc, au niveau de la fonction publique de manière générale, j'ai dit que la généralisation en fait, du modèle de troisième concours a énormément démocratisé, ou en tout cas a eu comme objectif de démocratiser de manière importante l'accès à la fonction publique. Cependant, au niveau notamment des résultats qui ont été obtenus, on s'est rendu compte qu'au final, la grande révolution qui a été promise n'a pas eu lieu. Pourquoi? Mais donc, au regard des chiffres, on constate en réalité que environ 2 à 3% maximum des postes en fait recrutés en fait sont effectués justement par cette voie de troisième, donc qui est réservée au troisième concours. C'est-à-dire que cette voie-là, au final, donc, elle apparaît comme assez limitée. Donc, l'autre question que l'on se pose, mais alors, quelles sont en fait les autres réformes qui ont été effectuées justement pour permettre à ces profils atypiques d'accéder à la fonction publique. Donc, on a une réforme donc, qui date de 2005, notamment l'ordonnance du 2 août 2005, qui a créé le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, notamment hospitalière et de l'État, aux personnes peu ou pas qualifiées et aux personnes en situation de chômage de longue durée. Ensuite, nous avons eu une autre loi, la loi Sauvadet, que tout le monde connaît, de 2012, qui a permis aux premières embauches, donc en CDI, sur des postes spécifiques, donc tels que l'informatique, la communication, justement, donc c'est-à-dire obtenir la CDIsation. Et donc, de ce fait, bien sûr, il y a eu une démocratisation donc, de l'accès à la fonction publique via notamment la contractualisation en fait, de la fonction publique. Ensuite, en 2017, une nouvelle loi, c'est la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, donc qui a introduit à titre expérimental jusqu'en 2023
un nouveau type de contrat de droit public, donc qui s'appelle, donc ce sont les préparations au concours de catégorie A et B. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrat expérimental qui, en fait, ne donne pas directement accès au statut de fonctionnaire, mais permet aux personnes sans emploi de s'insérer ou de se réinsérer dans la vie active en exerçant en tant qu'agent public contractuel, tout en se préparant au concours de la fonction publique de catégorie A, de catégorie B. Et donc, enfin, nous avons aussi ce développement en réalité de la possibilité de mobilité qui a été créée, qui a été développée donc, dans la fonction publique avec notamment l'adoption des chartes de la mobilité dans les fonctions publiques d'État, dans la fonction publique territoriale, qui effectivement donc, a permis une démocratisation, mais aussi a octroyé une chance aux profils atypiques d'accéder à la fonction publique. Donc, non seulement, donc, pas uniquement par cette voie de concours, mais aussi donc, par la voie du contrat, tout simplement, et donc par la suite, à bénéficier d'un CDI qui, au final, garantit aussi apporte la garantie de l'emploi qui donc, est équivalente notamment donc, par rapport au secteur public. Maintenant, donc, la question qui se pose forcément, est-ce que la fonction publique, elle permet justement à ces profils atypiques de s'épanouir? Parce que ça aussi, donc c'est la question que se posent de nombreux jeunes, parce que l'image de l'action publique est celle de structures qui est extrêmement figée, qui ne permet pas donc, de développer les compétences personnelles et de mettre en avant aussi ces compétences spécifiques à telle ou telle personne. Et même, j'ai beaucoup aimé en fait ce terme utilisé par Laurence de type d'intelligence de chaque personne. Et donc ça, je pense, à mon avis, en tout cas, au regard des différentes observations en fait, que j'effectue, du fait que je m'intéresse beaucoup à ces questions-là ces dernières années, mais je me rends compte en réalité que en France, il y a quand même un travail à faire, notamment en ce qui concerne le développement ou la mise en valeur des types d'intelligence en fait de chaque personne et de s'interroger sur la possibilité donc qui va être mise en valeur notamment pour que ces jeunes puissent donc apporter donc le caractère innovant justement qui pourrait être nécessaire et qui pourrait donc mettre en valeur l'intérêt justement de l'accès à la fonction publique. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, je vous dis très honnêtement, donc, quand j'ai regardé, donc, souvent on entend des critiques qui sont apportées au fait ou en tout cas au processus de contractualisation de la fonction publique, parce que forcément on pense à une perte de ce statut, mais au final cette contractualisation de la fonction publique, elle permet justement cet enrichissement donc, pour les jeunes et surtout de ne pas en réalité d'entrer dans cette logique de concours qui a prédominé la fonction publique jusqu'à maintenant. Pourquoi? Mais parce que au final, moi venant des pays de l'Est, c'est vrai que pour moi, l'État, l'École nationale d'administration, je l'ai souvent associé en fait à l'école des partis donc que l'on a connue pendant l'Union soviétique, parce que au final, si on ne rentre pas en fait dans ce moule qui est imposé, ben, c'est difficile de pouvoir accéder, surtout donc pour les personnes qui ont un profil atypique, alors que justement cette démocratisation de la fonction publique, grâce notamment à la possibilité de tenir un contrat de travail sans pour autant être obligé de passer un concours, va permettre à ces profils atypiques d'apporter cet air frais dont a besoin l'administration. Parce qu'il ne faut pas on ne va pas être dupe, on va dire comme ça. L'administration, elle a besoin de cet air frais qui pourrait être apporté par les profils atypiques. Parce que au regard des différents sondages qui sont effectués en France,
donc on se rend compte que, y compris les gens qui travaillent au sein de l'administration, considèrent que les profils en fait atypiques sont nécessaires donc pour apporter ce caractère innovant donc pour la fonction publique. Donc, dont a besoin la fonction publique de manière générale. Et même, donc, surtout parmi les jeunes, on considère que, donc, qui sont employés au sein de la fonction publique, autour de 70-80% donc de ces agents de la fonction publique considèrent que l'accès, donc la démocratisation en fait de l'accès à la fonction publique apporterait donc cet air frais dont a besoin l'administration. Et surtout que l'administration, effectivement, donc, est un secteur qui évolue beaucoup, y compris donc, au niveau des méthodes de gestion, de management, etc. Parce que à l'heure actuelle, bien sûr, y compris en France, qui est un pays qui est plutôt considéré comme un pays assez fermé au caractère, aux mesures novatrices, on va dire comme ça, en matière de gestion et d'organisation dans la fonction publique. Mais au final, ces méthodes donc, que l'on appelle les méthodes du nouveau management public, elles sont de plus en plus appliquées. Et ces méthodes-là, donc, elles prévoient, donc, elles impliquent en tout cas la nécessité d'intégrer ces profils atypiques afin de pouvoir innover donc, au niveau des méthodes employées, au niveau donc, de la manière dont la fonction publique doit se réformer, etc. Donc, c'est juste pour conclure donc, quelques idées. Effectivement, donc, tout ça, c'est très bien. Donc, au niveau de tout ce qui est contractualisation, donc, ça a aussi ses avantages. Mais en même temps, donc, il y a aussi une autre question qui est assez intéressante et à mon avis, on ne devrait pas en faire abstraction. Quels sont, donc, cela concerne les risques. C'est-à-dire que, d'une part, on considère que oui, la contractualisation donc, de la fonction publique, elle peut justement favoriser l'accès en fait, de ces profils atypiques qui sont effectivement nécessaires, mais en même temps, si on regarde un tout petit peu ce qui se passe ailleurs, et notamment dans les pays de l'Est, où la fonction publique a été entièrement contractualisée, parce que les institutions européennes et internationales ont un tout petit peu insisté sur la nécessité de contractualiser la fonction publique, mais au final, donc, il y a aussi le revers en fait, de la médaille, donc, en ce qui concerne notamment l'augmentation du niveau de corruption donc, en matière d'accès en fait, à la fonction publique, tout simplement parce que du coup, l'absence de concours généralisé, donc ça conduit à des entretiens en fait plus personnalisés et du coup, bien sûr, il y a une évaluation qui est moins objective peut-être et que du coup, cette égalité des chances elle peut aussi souffrir, donc en tout cas en raison de ces nouvelles méthodes de recrutement. Donc voilà, après je vais répondre bien sûr à d'autres questions si jamais vous en avez, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Madame Danielchuk-Kolotrovic, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, pour tous ces détails. C'est très enrichissant, très complet. On va essayer de ne pas trop perdre de temps parce qu'on a pris un léger retard. Hop. Monsieur Delpret, Lucas évoque également les mesures qui sont prises pour diversifier les viviers de talents dans la fonction publique. Comme Madame Danielchuk-Kolotrovic nous l'a évoqué. Avez-vous des exemples concrets de ce qu'il en est actuellement ? Je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir permis de participer à ce bel événement, puisque bon, j'ai eu le plaisir de travailler pendant de nombreuses années, je continue. Hein, mais j'ai animé le réseau des centres de préparation à l'administration générale, donc l'accès, ce qu'on appelle les IPAG pour les universités ou les centres de préparation à l'administration générale dans les IEP. Ce sont des centres qui permettent d'accueillir l'ensemble de jeunes étudiants, pas forcément que d'IEP, hein, de différents horizons, pour préparer des concours à la fonction publique. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est une question qui revient de manière très récurrente. Et je remercie ma collègue aixoise
je partage évidemment un certain nombre d'analyses sur les ouvertures nécessaires et qu'elle a très bien rappelé sur l'évolution du statut et par rapport au contrat. La vraie réflexion, effectivement, elle est née, c'est qu'on constate qu'il y a de moins en moins de jeunes issus de la diversité, que ce soit territoriale, sociale, hein, encore une fois, hein, dans ces différents concours, et notamment, on a stigmatisé l'ENA, qui est le concours de référence en France, bien évidemment, mais il y a d'autres écoles. Vous savez qu'il y a eu une mission qui a été confiée à Frédéric Thiriez, qu'on a fait le fameux rapport Thiriez. J'ai été à cette occasion auditionné en tant que président. J'ai été président de la conférence pendant 6 ans et j'ai été auditionné. Et nous avons essayé aussi d'apporter un certain nombre de propositions. Donc, c'est une question qui revient. Question qui a essayé d'être prise en compte par la Direction générale de la fonction publique et sous l'impulsion du président Sarkozy, qui est à l'initiative de la création de ce qu'on a appelé les classes préparation intégrées, les CPI. Donc, CADER a été conduit par les gouvernements successifs. Hein. Finalement, c'est une question qui transcende les clivages politiques puisqu'on n'a pas eu de changement quand le président Hollande est arrivé ou encore quand le président Macron a repris. Aujourd'hui, on parle de classe talent. Donc, c'est une préoccupation aujourd'hui des gouvernements successifs de trouver finalement la bonne formule. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de volonté de freiner la diversité, mais on n'arrive pas à trouver quelle est la bonne formule, quelle est la porte d'entrée. J'ai écouté les témoignages avec beaucoup d'attention et je trouve effectivement, et je partage ce qui a pu être dit par Laurence ou Daniel, puisque je m'intéresse également à la question d'outre-mer. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'accès au concours du réseau des IEP en Polynésie française. Donc, j'ai une attache particulière pour ce territoire, mais de manière générale pour l'outre-mer. Et donc, effectivement, c'est comment on peut mettre en place des dispositifs. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que préparationnaire, parce que mon objectif, c'est de préparer au concours. Même si, effectivement, le contrat commence à avoir peut-être une place un peu plus importante, je pense que malheureusement, le concours restera encore parce qu'il y a une tradition française. Alors, comment on le fait évoluer, sous quelle forme et comment on accompagne nos jeunes à l'accès à ces concours, à la préparation. Et du coup, la diversité des territoires, la fracture territoriale, c'est une réalité. Je vous rejoins là-dessus. Et d'ailleurs, je serais assez intéressé d'échanger avec Daniel sur ce sujet pour voir comment nos réseaux, parce qu'on parle de réseau, parce que finalement, il faut mettre les gens en réseau pour dire il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Moi, pendant 6 ans, je me suis efforcé à faciliter la connexion. Il y a des bonnes initiatives par les associations, il y a des bonnes initiatives dans les universités. Comment on peut, nous, porter un message auprès de l'enseignement supérieur, auprès de la Direction générale de la fonction publique? Bon, je pense qu'on a quand même contribué, nous, en 2015, à signer un partenariat entre le réseau et les grandes écoles des services publics pour réfléchir à ces problématiques de diversité, comment améliorer l'existant. Je crois qu'il y a de belles choses qui se font. Là, on parle actuellement de la nouvelle nouveauté, c'est l'avenir des classes talents. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place, pour renforcer les centres les CPI, les classes préparation intégrées, il a fait sur le mode d'appel à projet, universités, grandes écoles pouvaient présenter des dossiers là, jusqu'au 10 mars. L'IEPDEX, d'ailleurs, a présenté un très joli dossier sur les grands concours, l'ENA en particulier, pour accueillir une classe talent de 25 élèves qui pourrait être le vivier d'élèves de la région PACA et plus largement, y compris sur l'outre-mer. Hein. Donc, on a une volonté d'ouverture. Et donc là, le gouvernement va donner une dotation par étudiant supérieure à ce qui existait pour finalement, quel est l'apport? C'est qu'on ait un accompagnement renforcé. Moi, je crois beaucoup à 2 choses. On parle de vertu, de talent. Il y a du talent dans tous les territoires. J'en suis convaincu. Vous savez, j'ai un petit peu voyagé. Quand j'étais en Polynésie, j'ai fait un peu de globe-trotter d'aller voir des lycées, faire des conférences, y compris sur des îles, etc. Et je vois qu'effectivement, il y a des jeunes de talent. Après, il faut casser l'autocensure. Et je rejoins ce qu'a dit Anna très justement. Les jeunes se censurent parce qu'on est éloigné, évidemment, de ces grandes écoles. Quand un jour, je vais à la presqu'île, c'est à Teahupo'o, qui est connu pour une vague mythique en Polynésie française. Et j'ai un jeune qui vient, qui a osé même pas rentrer dans la salle parce que j'étais avocat, il vient de Sciences Po Ex. Bon. Il avait un maillot de foot de Manchester United. Et finalement, j'ai commencé à discuter avec lui de manière de choses très simples. Et il s'est mis à parler. Et voilà, c'est question de confiance. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais quand on les met en confiance, ces jeunes, ils ont envie, on leur donne envie. Et après, c'est comment on crée des filières. Moi, je crois beaucoup à la filière. Et c'est vrai que sur l'outre-mer, pour rebondir sur la question,
il y a forcément l'isolement. Hein, dans l'insularité, on n'a pas forcément toujours le vivier, on n'a pas une classe suffisamment homogène donc, il faut peut-être les accompagner dans un premier temps localement, moi je crois beaucoup. Et par exemple, la Calédonie a mis en place un groupement d'intérêt public pour accompagner les jeunes. C'est ce qu'ils appellent l'océanisation des cadres. Ça veut dire on va accompagner ces jeunes et ensuite on va voir comment on peut les envoyer en métropole, dans des classes, dans des formations pour leur permettre de passer l'obstacle. Je ne crois pas que quand on travaille dans son coin de manière isolée, on ne se confronte pas à la réalité professionnelle. Moi, je ne crois pas qu'il faut faire des classes fermées, on met des jeunes qui viennent d'un profil. Non, il faut brasser les jeunes. Il faut les mettre en situation avec d'autres jeunes qui sont peut-être mieux armés, mais ça va les tirer. C'est comme en sport. Vous avez la chance d'être dans le groupe élite. Et si vous créez une bonne dynamique, ça va tirer tout le monde vers le haut. Nous, on fait ça à Sciences Po. On mélange des jeunes de Sciences Po, on prend des jeunes de l'extérieur, de profils différents. On le fait pour la gendarmerie, la police. Ça marche très bien sur un groupe de 30. Et on voit que les locomotives vont tirer nos jeunes. Ceux qui, au départ, étaient un petit peu loin de la cible, ils sont dans un groupe dynamique. Et après, ce qu'il faut rajouter, c'est le tutorat, l'accompagnement, le mentorat. Tout. C'est l'accompagnement, c'est comme le coach. Vous voyez, c'est le sport. Mais on a besoin, à mon sens, et je rejoins là-dessus mes collègues, et notamment ce qu'a dit Daniel Dalin sur la question, évidemment, on parle de réseau. Et c'est vrai qu'à un moment, on a besoin de ce que j'appelle le scoutisme. Vous savez, en foot, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'étais président de clubs de sport. C'est détecter des talents. Il faut que des personnes, ressources, puissent dire sur le territoire, il y a des jeunes qui méritent d'être accompagnés. Parce que quand on n'est pas sur le territoire, on a beau penser à un dispositif, vu de Paris, vu d'Aix-en-Provence, quand on n'est pas sur le terrain, ça ne marche jamais. J'ai beaucoup compris quand on a des partenariats, mais il faut aussi qu'on ait des relais locaux, que ce soit à La Réunion, à la Martinique ou à la Guadeloupe. Si on a des relais de qualité, ils vont détecter des talents. Et comment on les accompagne pour préparer leur venue en métropole? Et j'ai bien conscience que quand on est déraciné, quand on vient d'une île, on est déraciné. La mentalité est différente en métropole, hein, encore une fois. Hein, je l'ai vécu et je sais que des jeunes ont un temps d'acclimatation qui est parfois compliqué, difficile, parce qu'ils n'ont pas accès au bon réseau, aux bonnes connaissances. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail de préparation et après, il y a un travail de suivi, d'accompagnement. Et je crois que là, on a encore beaucoup d'efforts à faire, et notamment sur l'outre-mer, parce que je crois chacun travaille de manière isolée. Et à un moment donné, je crois que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Outre-mer, doit, avec le ministère de la fonction publique, se mettre autour de la table et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on crée des filières. Moi, par exemple, je suis tout à fait prêt à travailler avec le réseau des IPAC-CEPAC pour ouvrir davantage l'accès à nos formations. On a souvent des formations qui sont assez intéressantes pour les profils atypiques que parlait Natacha. Je trouve que c'est très intéressant. Les licences d'administration publique sont des licences où on accueille des gens qui viennent de BTS, des gens qui ont fait filière économique. J'ai même quelqu'un qui avait fait une filière cinématographique qui voulait se réorienter pour accéder à la fonction publique. Nous, les prérequis, c'est d'avoir fait les 2 ans et d'avoir une vraie motivation. J'ai par exemple cette année, on a nous avec une licence en apprentissage et j'ai un étudiant qui a fait un doctorat en mathématiques, qui veut se réorienter. Il est en licence, il est en apprentissage, il est au service commande publique de la région PACA. Et là, pour le coup, il apporte un regard très différent. Vous avez docteur en mathématiques qui va faire du droit de la commande publique. C'est très atypique. Et l'expérience est très concluante. À un moment donné, il faut que ces jeunes, ils repassent par un SAS pour acquérir la culture administrative française, parce qu'on a une culture, chacun a son modèle culturel. Et si vous n'avez pas les codes, évidemment, pour pouvoir innover, il faut connaître comment fonctionne de l'intérieur l'administration. Et je crois que peut-être renforcer l'apprentissage ou l'alternance, ça peut être le bon moyen pour ces jeunes. Peut-être qu'ils auront un contrat, peut-être que ce sera le concours. Moi, j'ai un étudiant qui a fait la licence d'apprentissage, qui a réussi, il a fait une année de préparation après la licence, il est sorti major à l'IRA de Bastia. Eh bien, c'est une fierté pour nous, ce jeune, voilà, issu de la diversité. Et j'ai plein d'exemples. Simplement, ils sont isolés et simplement, ils n'ont pas souvent la filière, ils ne savent pas où aller. L'orientation n'est pas toujours très claire et les parcours dans les universités sur l'orientation devraient être renforcés. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait un référent. J'avais proposé ça, bon, ça n'a pas été adopté. Un référent en fonction publique dans l'université. Quelqu'un qui peut être le correspondant de ces jeunes. Vous voulez faire quoi? Quelle filière? Ah, vous avez un centre à proximité, je vous renvoie vers Sciences Po Aix. Je vous renvoie, j'ai travaillé avec le doyen de Nanterre sur ces questions-là.
On avait été reçus. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, mais les universités ont pris du retard de ce point de vue-là. Moi, mais je vous en parle très ouvertement. Hein, je suis universitaire, je suis avocat, mais surtout universitaire. Et je trouve que l'université, et je le dis à la direction de la fonction publique, hein, parfois ça m'a valu quelques critiques, mais je l'assume, c'est que ce n'est pas aujourd'hui au centre de la politique des établissements. Aujourd'hui, demandez à un président d'université quelle est la place de l'emploi public dans l'université. Ben, il est embarrassé parce qu'il ne maîtrise pas toujours les codes. Et je crois qu'on a des choses simples à mettre en place. On a contribué depuis 2015. En tout cas, nous, le réseau est très ouvert. Hein, on a encore discuté comment améliorer, par exemple, l'accès à l'École nationale de la sécurité sociale. Il y a un directeur qui aimerait qu'on développe l'accès pour l'outre-mer. Donc, comment on s'y prend? Avec quel acteur? Et donc, souvent, c'est qu'on n'a pas les bons connexions. Donc, du coup, c'est comme en Internet. Vous n'avez pas le bon câble. Vous avez l'idée, mais le réseau, vous n'avez pas le bon câble. Donc, ça ne se connecte pas. Donc, non, on a besoin parfois d'avoir le bon relais. Moi, j'ai travaillé à faire le facilitateur souvent. Je dis, tiens, il y a une bonne initiative. Quand j'avais rencontré un représentant de la Nouvelle-Calédonie, je lui dis, mais pourquoi vous parlez d'Aix? Pourquoi on ne raisonne pas réseau national? Vous avez un réseau, et moi, je vais vous ouvrir le réseau. Et du coup, les étudiants aujourd'hui… Comment? De la Nouvelle-Calédonie, par exemple, ils peuvent accéder dans le réseau des IPAC, CEPAG. Un étudiant veut aller à Toulouse, on lui facilitera l'accès à Toulouse, il veut venir à Aix ou aller à Paris. Vous voyez, on a ouvert le réseau à l'ensemble, mais on peut généraliser ce type d'initiative. Par exemple, on a travaillé avec des instituts comme l'Institut de l'engagement, je ne sais pas si vous connaissez, de Martin Hirsch, qui œuvre aussi pour l'accompagnement des jeunes. Et voilà, on en est venu faire des conférences. Et du coup, on a créé une convention de partenariat et on accueille des jeunes de l'Institut de l'engagement dans notre réseau. On voit le niveau de développement en disant, attention, vous voulez faire l'ENA, donc il faudra peut-être passer par une formation comme la licence d'administration publique. Vous voyez, on essaye de les accompagner pour que ce soit progressif, je dirais, parce que le concours est violent. La difficulté du concours, c'est que si vous n'êtes pas tout de suite au niveau, vous allez… Et donc, par exemple, à l'IEP, on essaye d'avoir différentes filières avec des niveaux. Si en première année, vous passez par la filière générale, l'année d'après, vous aurez accès à la filière ENA parce que vous allez être préparé dans de bonnes conditions. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont. Je crois qu'il y a encore des choses à améliorer, mais ça dépend d'initiatives et de… Vous voyez, je vous prends un dernier exemple pour conclure, et c'est assez révélateur. L'École nationale de la magistrature. École très prestigieuse, hein, comme l'ENA. Bon, on sait que voilà, fait partie aussi des écoles qui ont été visées par le rapport Thiriez. Ils ont mis en place les classes CPI. Ils en avaient Bordeaux, Douai, Paris. Moi, je suis président du réseau. Je dis, pourquoi tout le Grand Sud, il n'y a rien? Alors, évidemment, on nous dit que c'est une question finalement de budget, de financement, la plupart du temps. Moi, je suis allé voir l'ancien directeur Olivier Laurent de l'école. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous proposer un partenariat, c'est simple. Moi, je mets dans le pot commun ma préparation qui existe déjà. La cour d'appel est prête à trouver les magistrats parrains. Moi, je vous demande juste d'indemniser les magistrats parrains, c'est symbolique, pour leur accompagnement, une petite rétribution, mais c'est symbolique, mais ça participe aussi de l'aide. Vous savez combien coûte ce dispositif? 6 000 €. C'est rien à l'échelle Vous avez 9 étudiants qui sont aujourd'hui dans le programme de cette année, 8 l'année dernière. Et bien, sur les 8, 2 ont eu l'ENM. Ils ont les 500 heures de cours à Sciences Po. Ils ont 100 heures de parrainage par les magistrats. Un élève, un magistrat comme parrain. C'est pas compliqué, hein, c'est juste trouver les personnes qui ont envie de travailler sur un projet. Et finalement, la question du financement, elle était accessoire. Voilà. Et donc, c'est ce type d'initiative aujourd'hui qu'il faut arriver à y détecter. Qui a envie de monter un projet, avec quelle personne? L'ancien président de la Cour d'appel m'a dit on fonce sur le projet. En 4 mois, on a monté le dossier. Et le président et la direction de l'école a été convaincus. Et ça fait là, j'ai eu 2 étudiants l'année d'avant. Une qui a eu directeur d'établissement pénitentiaire, un concours très difficile, 15 places par an, et une étudiante l'ENM. Donc, vous voyez, c'est des petites initiatives, mais 2 de ces grandes écoles. Et enfin, un dernier exemple, ça peut aussi se faire l'accès aux grandes écoles, à ces grandes carrières, en plusieurs étapes. Vous rentrez dans l'administration et après, vous avez la voie interne qui vous permet de franchir les échelons. J'ai un étudiant qui s'appelle Jérémy, qui a bénéficié du programme Égalité des chances avec l'IRA de Bastia. Je l'ai appris un petit peu comme j'étais un peu son parrain. J'ai trouvé ce jeune sympa qui s'est remis dans une filière qui n'était pas la sienne et qui a envie de se relancer, qui a eu quelques petits problèmes à un moment, mais on l'a accompagné et il avait un beau potentiel. Il réussit le concours des IRA.
Je lui dis, bah, écoutez, très bien, c'est une première étape. Il se fait remarquer parce qu'il est sympa, il a du talent, il est agile, etc. Il est recruté par le ministère de l'Intérieur. Il part faire des séminaires avec des magistrats. Pareil. Et là, opportunité, un garçon charmant avec du talent, des capacités qu'il a. On lui dit, mais il y a un poste à pourvoir, c'est être chef cabinet du procureur général d'Aix-en-Provence. C'est quand même intéressant. Et moi, un jour, je vais à la cour d'appel d'Aix-en-Provence et je dis, mais Jérémy, qu'est-ce que vous faites là? Ben voilà, ben, je suis le chef de cabinet. Et alors, évidemment, il m'a aidé pour mon programme Égalité des chances, vous en doutez. Et bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui rebondit. Il va participer à la relance économique sur le territoire à Istres, donc avec le préfet. Et donc, il va passer au développement économique, mise en place de projets de développement économique sur le territoire. Vous voyez le parcours de cet étudiant? Il est agile, il a été détecté. Après, évidemment, il faut que quelqu'un lui donne un petit coup de pouce à un moment pour le mettre en confiance, en situation. Et c'est très, très bon exemple. Eh ben, que va-t-il faire? Il va parrainer ma nouvelle promotion. C'est aussi ça. Les anciens ont un rôle à jouer sur les jeunes et c'est le meilleur ambassadeur, c'est d'avoir des jeunes qui vont dire c'était difficile, mais on y est arrivé. Donc voilà, hein, c'est encore une fois, moi je crois beaucoup, hein, même y compris si on garde le concours, on a beaucoup de choses à faire avec des choses simples. Il suffit que les personnes ont la motivation et la volonté. Et je vois qu'ici autour de la table, tout le monde l'a, donc ce n'est pas le problème. Mais il faut taper aux portes, il faut insister, et il y a des gens qui vous les ouvriront. Et là, moi, nous, à notre niveau universitaire, notre réseau et le nouveau président qui a travaillé avec moi est tout à fait dans cette optique-là. Et je le dis très volontiers, si vous avez des projets, on sera prêt à regarder avec vous pour vous accompagner. En tout cas, moi, je militerai en ce sens. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle intervention, pour cette source d'espoir et pour ce soutien. Beaucoup, en tant que jeune, je parle à mon nom, mais je pense que je parle au nom de beaucoup de jeunes. Se sentir soutenu, se sentir écouté, se sentir crédible surtout, c'est très important. Donc, je vous remercie infiniment pour ça. On se rapproche de la fin de la webconférence. Il y a sûrement des questions dans le chat. Peut-être avant d'aborder ces questions-là, Sarah souhaite peut-être faire un petit retour sur cette belle webconférence. Oui, je remercie, j'imagine que toi aussi, nous remercions l'ensemble des intervenants pour finalement des témoignages tout aussi enrichissants et inspirants les uns que les autres, avec de belles perspectives d'évolution et surtout des lueurs d'espoir. Je me permets également d'annoncer la prochaine webconférence qui, j'espère, attirera également beaucoup de monde. En l'occurrence, c'est celle qui sera organisée par Christian Toscano et Romain Baudran sur rejoindre un cabinet de conseil pour contribuer à la transformation publique. Une belle initiative qui s'inscrit dans la nôtre. Merci Sarah. Je vais rapidement, désolée Anna, je vais rapidement passer aux questions. Donc, je ne me suis pas présentée, je me présente, je suis Agatha et je travaille du coup dans l'équipe de Profil Public. Et donc, on a une première question de Julie. Je vais vous lire la question. Le terme de réseau revient souvent. Est-ce qu'à notre niveau, il est possible de créer un réseau avec les compétences d'ici et de là? Elle m'a dit que c'était une question adressée à Monsieur Dalin. Alors, votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Dalin. Merci. Je ne m'y ferai jamais. Bonne question. Oui, on peut créer des réseaux. Nous sommes en train de créer des réseaux, de différents réseaux, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de fonction publique. Donc, il faut créer ce réseau. Nous avons d'autres réseaux dans le monde de la santé, des réseaux d'autres divers et variés, puisque c'est l'objet de l'association. Nous avons l'espoir qu'à la suite de cette réunion, j'ai entendu M. Didier Delprêtre dire des choses qui sont très, très, très intéressantes. Et je pense que nous pouvons renforcer notre réseau en se rapprochant de lui, parce que c'est vrai qu'il a dit il faut pouvoir avoir la capacité d'ouvrir justement nos réseaux à des jeunes qui sont en demande. Donc, je saisis la balle au bon. Par contre, l'idée que j'avais en arrivant ici,
c'était de dire que puisque nous avons aussi la possibilité, nous sommes un interlocuteur de l'État, puisque nous intervenons quotidiennement auprès des pouvoirs publics, regarder comment on pourrait créer, mettre en place une structure représentative du monde étudiant et avec les spécificités diverses, et voir comment ensemble, avec l'appui d'Anna, puisque pas d'Anna, de notre universitaire d'Aix-en-Provence et de Didier Delprêtre, regarder comment on peut aller au cœur de l'État même, poser des questions et poser les conditions de développer des réseaux, de créer des réseaux. Nous avons des réseaux, mais je pense qu'il faut les amplifier et il faut les mailler avec les autres, les différents autres réseaux, de façon à ce que nos jeunes, et je le redis, un jeune qui vient du département d'Outre-mer et un jeune qui vit dans l'Hexagone et qui essaie d'accéder à la haute administration, ils sont confrontés à différents problèmes, mais globalement, la question de il faut avoir les codes. Si vous n'avez pas les codes, vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'avez pas, par exemple, des problématiques du quotidien, comment être logé, comment vivre normalement pour pouvoir accéder tranquillement aux études, vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'avez pas aussi la possibilité de vous loger, vous ne pouvez pas avancer. Et là, le Préfom, c'est son dada au quotidien, regarde comment il peut aider les étudiants. Vous voyez, pendant la crise sanitaire qui s'est passée, heureusement qu'on avait un réseau, on a pu sortir des étudiants dans la misère sociale, parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un étudiant qui est enfermé dans une chambre et qui n'arrive pas à étudier. Nous avons pu trouver des voies et moyens pour les sortir. Mais globalement, l'accès à la fonction publique, à la haute fonction publique, ça reste pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes des modèles. C'est pour ça que je vais amplifier notre réunion auprès des autres présidents d'association. Vous êtes des modèles. Vous êtes celles et ceux qui vont permettre à nos jeunes, à ceux qui ont moins de chances que vous, de voir que c'est possible. Donc, je regarde comment je me rapprocherai de nos deux maîtres de conférences et d'université, regarder comment on peut officialiser, et même avec vous, Anna et l'équipe de votre association, comment on peut amplifier les réseaux, et je me tiens à votre disposition pour ça. Merci beaucoup, monsieur Dalin. On va passer à la question d'Estelle. Elle nous demande le terme employé pour désigner le nouveau management de la fonction publique. Oui. Je pense que c'est Natacha qui… Ouais. Tout à fait. Je viens de répondre donc, super. Dans le chat. Merci beaucoup. Donc, on passe à la prochaine question, une question d'Alexa. Est-ce que le fait d'être non européen peut décourager les employeurs? Il n'y a pas vraiment par rapport de notamment personnes… à la possibilité d'accéder en fait à la fonction publique à partir du moment où on ne détient pas la nationalité française. Oui, donc on sait très bien que de manière générale, donc le principe est celui de l'obligation de détenir en fait la nationalité française afin de pouvoir accéder à la fonction publique. Donc il y a des secteurs qui font exception, par exemple le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qui est ouvert justement donc au non français, on va dire comme ça. Il y a eu des évolutions assez importantes du fait de l'obligation donc pour les pays membres de l'Union européenne donc de respecter la réglementation européenne, donc c'est-à-dire que la fonction publique a été ouverte à tous les ressortissants européens. Donc il y a certains secteurs qui restent encore fermés, notamment donc pour les fonctions qui relèvent directement de l'exercice de la souveraineté nationale, notamment tout ce qui est juge, donc procureur, etc. Mais le nombre de fonctions donc, qui seraient fermées notamment aux ressortissants européens
est très réduit. En revanche, pour les non-européens, les choses sont un peu plus compliquées, bien sûr, mais grâce à la contractualisation de la fonction publique, il est vrai que du coup, on peut quand même travailler dans la fonction publique, même si on ne détient pas la nationalité française, surtout à partir du moment où on n'exerce pas donc des missions relevant de la souveraineté étatique. Notamment la personne qui a posé la question, donc elle est américaine, c'est vrai que pour de nombreux postes, on exige aussi la maîtrise de l'anglais et ça pourrait être bien sûr un atout justement pour son dossier dans le cadre de son recrutement, notamment à travers la voie contractuelle. Merci beaucoup pour cette réponse, Natacha. Merci à tous. Je pense, Agatha, qu'on va, le temps passant, et comme on a pas mal avancé et même débordé, si je dois dire, en tout cas, vous remercier. Sachez qu'on a téléchargé aussi toutes les questions que vous avez posées dans le chat, donc on n'hésitera pas à revenir vers ceux auxquels on n'aurait pas pu répondre. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions respectives. C'était passionnant, éclairant. Et du coup, Sarah et Anna, merci à vous également pour avoir organisé ces échanges. On vous souhaite à tous une très belle soirée et on vous donne, comme le disait Sarah, rendez-vous pour notre prochaine webconférence le 22 avril.